de par le monde qui ont vraiment abordé ce thème. J'ai pu relever à Taïwan, à Taipei, où il y a question d'Internet avec la question suivante: Internet est-il encore une démocratie? En Lettonie, à Riga, avec la question suivante: Internet, un défi pour nos sociétés, apocalypse ou paradis? Ou encore à Cluj, l'université technique de Cluj en Roumanie, avec encore une question. C'est bizarre, hein, que de questions. Révolution de l'intelligence, révolution digitale et transformation des organisations, quel défi pour demain? Alors, il y a Thiers, bien sûr. Et à Thiers, donc, nous accueillons des militants. Nous accueillons pour cette table ronde autour des enjeux numériques des militants parce que, figurez-vous que, comme les dossiers du canard enchaîné nous l'apprennent, mais vous vous en doutiez peut-être un petit peu déjà. Hein, voilà, la vie privée maintenant c'est terminé. Voilà, donc j'espère ne pas vous apprendre une trop mauvaise nouvelle et que vous n'êtes pas complété, mais ce soir, les gens qui sont autour de moi vont vous remonter le moral. Alors, pour cette table ronde sur le numérique, sur les enjeux du numérique, avec donc des enjeux qui nous engagent tous, et comme je le disais tout à l'heure, à quoi est-ce que nous consentons lorsque nous utilisons tous ces outils si simples d'apparence, si ouverts, si vertueux, si bienveillants, mais pourtant qui sont tout sauf neutres. Comme le dit Yevgeny Morozov, qui réfléchit beaucoup à ces questions, en fait, les outils technologiques sont des concentrés d'idéologie politique. C'est-à-dire que ces outils ne sont pas neutres, et encore moins bienveillants. Alors pour en parler à ma gauche, Samuel Chenal, qui nous vient de Genève, qui est un militant libriste, donc un militant du logiciel libre, qui milite pour le logiciel libre et la culture libre. Peut-être que Samuel dira deux, trois choses également sur cette culture libre, en lien donc avec l'économie sociale et solidaire, comme vous le voyez derrière moi. Il travaille donc dans une coopérative genevoise qui s'appelle Itopie, dont il vous parlera, je crois. Donc Samuel va commencer par un tour d'horizon du numérique, et notamment des géants du numérique. Et puis, à ma droite, eh bien, nous accueillons les fameux chatons. Voilà à quoi ressemblent les chatons. Voilà. Bon, alors, ils en ont perdu un en route. Hein, c'était 4 au départ, ils en ont perdu un en route, ils sont 3, mais qui sont très vaillants. Donc, on accueille Alain Tari, le président d'Allolise. Alors, Allolise, c'est l'association pour la promotion des logiciels libres de la région stéphanoise. Nous sommes tout particulièrement heureux d'accueillir aussi des gens de la Loire. C'est bien qu'on se tourne un petit peu vers l'Est aussi. Nous accueillons également Claude Mangin. Bonsoir Claude. Et puis Simon Chanson. Voilà, pour les chatons. Je vais laisser la parole tout de suite à Samuel Chenal. Donc, un premier temps, Samuel nous présente, comme il est dit ici, les alternatives aux enjeux numériques avec un tour d'horizon de la situation globale. Et puis ensuite, nous passerons la parole aux chatons parce que des solutions existent. Elles sont à portée de main. De pattes, pardon. De pattes. Et elles sont locales. En tout cas, elles peuvent être locales. Ça existe. Voilà. Merci Vincent. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet directement, je vais vous passer 2 petites séquences vidéo éclairantes, d'autant plus avec le thème de la nuit des idées face au présent. Ce sont 2 séquences vidéo qui datent du passé. Donc vous vous excuserez aussi la qualité de la vidéo puisque c'est des vidéos du passé. Après on pourra discuter de ces vidéos.
why 1984 won't be like 1984. Voilà, donc c'est une publicité, la première de grande envergure d'Apple, qui a été diffusée au Super Bowl aux États-Unis en 1984. Alors dans cette vidéo, visiblement, Apple fait référence à un tyran. Pour vous, qui est ce tyran? Qui donc? Oui, mais il fait référence à un acteur de la scène économique de 1984. IBM? Quelqu'un d'autre a une autre possibilité? Effectivement, c'est IBM. Et la réponse, je l'ai trouvée dans une petite vidéo introductive de cette publicité. Également en 1984. It is now 1984. It appears IBM wants it all. Apple is perceived to be the only hope to offer IBM a run for its money. Dealers, initially welcoming IBM with open arms, now fear an IBM-dominated and controlled future. They are increasingly and desperately turning back to Apple as the only force that can ensure their future freedom. IBM wants it all and is aiming its guns on its last obstacle to industry control, Apple. Will Big Blue dominate the entire computer industry? The entire information age? Was George Orwell right about 1984? Alors voilà, ce qui est très étonnant, c'est que Big Brother, c'est maintenant Apple et ses confrères à la tête d'une économie mondiale. Donc l'histoire ne manque pas d'ironie. Alors en guise d'introduction, on va aller un peu dans le vif du sujet. Tout d'abord, 2 mots sur Itopie, la coopérative pour laquelle je travaille. C'est une coopérative à but non lucratif qui est à Genève et qui s'oriente sur de l'informatique un peu différente, une informatique libre, éthique, durable et citoyenne. Derrière citoyen, il y a effectivement la notion de local. Voilà, donc on est inscrit dans la Chambre de l'économie sociale et solidaire de Genève, et c'est pour nous très important parce qu'on partage une grande partie des valeurs de l'ESS. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement? On a 4 grands pôles d'activité. On fait de la gestion informatique en entreprise, toujours en essayant de promouvoir ces valeurs. On fait de la réparation d'ordinateurs pour prolonger la durée de vie de ces appareils. Et on fait aussi de la vente d'ordinateurs d'occasion de gamme professionnelle. Ce sont des ordinateurs qui n'ont pas ou quasi pas d'obsolescence programmée. Ce ne sont surtout pas des ordinateurs vendus dans les grandes surfaces. Ce sont des ordinateurs à fuir. Et nous faisons également de la formation à l'informatique libre, puisque les instituts de formation ne font en général pas ce genre de cursus. Voilà pour Itopie. Nous avons un magasin à Genève, dans le centre-ville, et c'est là que nous pouvons aussi accueillir nos clients, mais aussi nos coopérateurs, vu qu'on est une coopérative. Tout d'abord, une bonne nouvelle, ou plusieurs bonnes nouvelles. On ne va pas parler que d'informatique ce soir. On va parler de sujets plus importants que ça. Et deuxième bonne nouvelle, les problèmes qui sont soulevés par l'informatique moderne et les tendances actuelles au niveau de l'informatique vont provoquer des opportunités pour accélérer la transition écologique et citoyenne. On a parlé de la transition lors de la première intervention ce soir. Nous sommes convaincus que les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui avec l'informatique globalisée, c'est un accélérateur de transition. On le verra pourquoi.
Alors malheureusement, il y a aussi des mauvaises nouvelles. Le sujet est complexe, il rebute beaucoup de gens parce que c'est un sujet qui est un peu opaque, technologique. On a l'impression de rien connaître. Ce n'est pas blanc ou noir, il y a des nuances, et c'est là où se fait toute la complexité. Et troisièmement, changer ses habitudes, c'est chronophage, et ça demande de l'énergie. Je mets une petite mise en garde maintenant, mais elle est valable pendant toute la conférence. Il est inutile de culpabiliser les gens parce qu'ils utilisent Facebook ou d'autres outils globalisés. Ça ne sert à rien et on ne le fait pas. Ce qu'il faut, c'est avoir dans son esprit la volonté de changer, que ça prenne 1 an, 2 ans ou 3 ans, c'est pas grave, mais ça prendra du temps, il faut le savoir. Alors voilà, nos GAFAM. Donc j'imagine que vous voyez de quoi il s'agit avec les logos. Mais qui sont-ils vraiment ? Alors ce petit graphique est très intéressant et éclairant, on va dire. C'est les statistiques de capitalisation boursière des entreprises aux États-Unis, enfin dans le monde, les plus grandes entreprises de 2001 à 2016. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en 2016, les 5 plus grandes entreprises au monde sont des entreprises technologiques de la côte ouest des États-Unis. Et le petit chiffre qui est en bas, que vous ne voyez peut-être pas, ce sont des milliards de dollars de capitalisation boursière, donc là on a 582 milliards de dollars pour un peu. C'était en 2016. Alors ils sont maintenant 768 milliards de dollars, mais ils sont passés au-delà de la barre du trilliard de dollars le 2 août 2018. Et ils ont redescendu. C'est quand même assez volatile. Amazon est également passé au-delà du trilliard de dollars, mais lui aussi est également redescendu. Ce sont des colosses financiers qui ont une influence énorme sur la société. On le sous-estime souvent. Voilà. Alors le G de Google, vous connaissez sans doute. Derrière ce G de Google que tout le monde connaît, il y a une société plus grande qui s'appelle Alphabet. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Alphabet? Qui a déjà entendu parler d'Alphabet? Pas beaucoup. Ce n'est pas une entreprise qui fait du marketing pour se faire vendre. C'est une entreprise très discrète. Pour vous donner une petite idée de l'ambition de cette entreprise, l'adresse internet d'Alphabet, c'est abc.xyz. Ils ont un certain ego, on va dire. Et on le voit, Google en fait partie, avec toute la panoplie d'entreprises publicitaires qui gravitent autour. Mais il n'y a pas que ça, il y a des entreprises qui sont liées à la santé, à l'intelligence artificielle, à la sécurité ou aux objets connectés. Ce qu'il faut savoir, c'est que les dirigeants de Alphabet sont des transhumanistes convaincus, des gens qui pensent que la mort peut être vaincue. Ça fait froid dans le dos, en tout cas pour moi. Mais par contre, on leur donne nos données, sans vergogne, qu'ils utilisent et qu'ils valorisent. Ils ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup d'autres entreprises qui ont le même modèle économique que les GAFAM. On parle des GAFAM parce que c'est les plus grandes, mais il y en a bien d'autres. Celles-là, vous les connaissez aussi, j'imagine. Elles ont quelques petites différences, mais globalement, l'un dans l'autre, elles suivent la même politique. Je n'ai pas parlé des BATX, on parle des GAFAM, mais on peut parler aussi des BATX. Les BATX, ce sont les équivalents chinois des GAFAM. Alors, il y a Baidu, Alibaba, vous connaissez peut-être, Tencent et Xiaomi, qui ont à peu près les mêmes caractéristiques. Baidu, c'est un moteur de recherche très populaire. Alibaba, c'est une plateforme de vente en ligne qui va potentiellement dépasser Amazon. Tencent, c'est un réseau social, pardon. Et Xiaomi,
produit les téléphones. Et ils sont dans les 30 premières entreprises au monde également. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Ils sont basés sur ce qu'on appelle le big data en français. J'ai jamais entendu parler de la grosse donnée. C'est le big data. C'est un modèle économique qui est assez récent, qui date de la fin des années 2010. Et il est centré sur l'exploitation et la valorisation des données personnelles des individus. Vous et moi. Des entreprises aussi. Donc les données, c'est réellement le pétrole du XXIe siècle. On a parlé du pétrole tout à l'heure. Maintenant, il y a un nouveau pétrole qui arrive. Ce sont les données de vous et moi. Pour ne pas accroître le sentiment d'anxiété, de peur ce soir, parce que je suis bien conscient qu'il y a un côté anxiogène, je ne vais pas m'appesantir sur ce diagramme-là. Je vais peut-être dire quelques mots. Il y a toute une série de dangers qui sont provoqués par ces géants du numérique. On le voit, la démocratie est en danger. Elle est en danger parce que ces entreprises sont tellement grandes qu'elles influencent les lois, et ils le disent aussi, ils ont des millions de dollars en lobby qui sont dépensés pour influencer des sénateurs ou des représentants dans les parlements. Ils sont basés sur des écosystèmes fermés, on ne sait pas ce qui se passe dedans, c'est opaque. Ils concentrent une quantité de pouvoir astronomique. Ils privatisent les services publics. Je le vois dans certains lycées en Suisse où ils changent d'informatique et ils passent par exemple sur Google Applications. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait? On prend les informaticiens qui travaillaient là, puis on leur dit merci bien, vous avez bien travaillé, maintenant on va passer à des choses sérieuses, on va prendre Google Applications, qui est gratuit pour les écoles. Essayer de trouver une entreprise qui peut régater face à une offre aussi déloyale. Donc les services publics peuvent être progressivement privatisés. L'influence de masse et le capitalisme de surveillance, ce sont des phénomènes qu'on a vus dans le cadre, par exemple, de Cambridge Analytica, en mai 2018, avec Facebook. C'est réellement un moyen d'influencer massivement l'opinion des gens. On pense que nous avons notre libre arbitre, mais finalement notre psyché, notre façon de réfléchir, elle est très connue de ces entreprises qui ont engagé des dizaines de psychologues chevronnés, et ils savent très bien comment les personnes réfléchissent, comment influencer leur goût, leurs opinions et leurs réflexions. Derrière ces dangers, on peut donner en quelque sorte une série de dominations. Ces entreprises géantes opèrent finalement un certain nombre de dominations. Une domination économique, on l'a vu, elles sont très puissantes. Une domination technologique. Là, je fais un lien avec la conférence de tout à l'heure. Le fait que tout le monde utilise Google, Facebook, etc., ça crée une monoculture numérique. Un appauvrissement qui est inédit dans l'histoire, dans le domaine informatique. Tout le monde se met à utiliser les mêmes technologies. Quand on nous dit « mettez pas tous les œufs dans le même panier », on est en train de faire exactement l'inverse. Tout le monde est en train d'utiliser les mêmes choses. C'est extrêmement dangereux pour la résilience d'une société. Mais c'est également une domination culturelle. On l'a vu tout à l'heure, il y a un élément politique, un élément culturel qui est transmis dans les outils qu'on utilise tous les jours. Et évidemment, une domination politique. Voilà pour les dangers, je m'arrête là. On pourra en discuter après si vous le voulez, si vous avez encore une morale. Tout ça, ça ne vient pas de nulle part. Je me suis basé sur un grand nombre de sources, mais essentiellement les sources qui sont présentes et qui sont présentées de manière très claire par l'association Framasoft, qui est une excellente association française, dont on reparlera sans doute, et également 3 documents scientifiques qui analysent le fonctionnement de ces entreprises.
Ces 3 documents, sauf erreur, étaient traduits en français. Alors, est-ce que tout est perdu? Évidemment non. On n'est pas là pour s'asseoir et pleurer. On est là pour essayer de trouver des solutions. Et les solutions existent. Nous avons imaginé chez Utopie des réponses à donner à cette problématique de l'informatique globalisée et privatisée, mais également à certains problèmes très graves qui sont liés aussi à l'environnement, à l'utilisation de ces appareils qui sont finalement extrêmement nuisibles pour l'environnement. On ne peut pas dire qu'on protège l'environnement en prolongeant la durée de vie d'un ordinateur. Non, on ne fait pas ça. On limite l'impact. Parce que finalement, on utilise quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de métaux, on crée de la pollution. La moindre des choses, c'est d'utiliser l'appareil le plus longtemps possible, ça c'est clair. Voilà donc la réponse concrète que je souhaite vous présenter. C'est en 6 points. L'idée, c'est de recréer une informatique solidaire de proximité. Une informatique solidaire, c'est une informatique accessible à tous et qui est fondamentalement humaine. Chez Utopie, on n'est pas contre le progrès technologique en soi. On dit qu'il faut mettre l'humain au centre, et ce n'est pas la machine qui doit guider nos choix. À partir du moment où on peut aller boire un verre avec un informaticien au coin de la rue, on lui pose des questions, lui demander des conseils, lui demander des services, eh bien, on a retrouvé le lien social. Il faut que cette informatique soit basée sur des outils libres. C'est fondamental pour retrouver la confiance qu'on a perdue avec les géants d'Internet. Parce que les logiciels libres permettent de comprendre le fonctionnement et de comprendre l'intention qui est derrière un service informatique. Et de plus, il faut que ces outils soient respectueux des gens. Dit comme ça, c'est un peu bête, parce qu'on pourrait partir du principe que tous les outils sont respectueux des gens, mais ce n'est pas le cas. On l'a vu, il y a des volontés politiques, les outils ne sont pas neutres et ne sont pas forcément bienveillants. 3, il faut créer des lieux d'échange, de rencontres et de formation. Moi, je suis informaticien depuis bientôt 20 ans. Je me rends compte que la complexité de l'informatique s'accroît et que la sensibilisation et les connaissances en informatique dans la population stagnent. Je suis toujours dans les entreprises à enlever les post-it avec les mots de passe en 6 caractères sur les écrans. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'il ne faut pas le faire. Mais on en est toujours là. Donc il faut accompagner les gens, il faut les former, il faut aller avec eux, parce qu'on sait très bien que c'est complexe et que ça nécessite du temps. Et les lieux d'échange, c'est prépondérant pour parler de la transition numérique en l'occurrence, mais pour parler de toutes les transitions. On discute énormément au magasin d'Utopie à Genève des gens qui viennent, qui sont perdus, qui sont paniqués, qui ne savent pas quoi faire. Et on peut les aider, on peut les rassurer, et on peut surtout les former à être plus autonomes. Point 4, il faut que tout ceci soit relié dans une charte solide, basée sur des valeurs, pour une informatique éthique et durable. Il faut que la notion de respect du client ou de l'internaute soit garantie et que les services qu'on annonce vont dans un sens qui sont réellement ceux qu'on a développés. Qu'on ne mente pas finalement aux clients, ce qui est la plupart du temps le cas dans un service. Vous utilisez par exemple Dropbox, on vous promet monts et merveilles, tout est gratuit, c'est magnifique, mais on ne vous dit pas explicitement ce qu'on fait de vos données personnelles. Et ça, c'est des mensonges par omission qui sont de plus en plus inacceptables. Point 5, il faut des solutions low-tech, basse technologie en français, qui répondent aux besoins des gens. Ce qu'on voit, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'informatique se complexifie. Les informaticiens commencent à ne plus comprendre l'intégralité de l'informatique qu'ils gèrent. On comprend qu'il y a une couche
éparse, hein. Donc on se rend compte que la complexité devient un vrai problème. Et que la complexité, elle sert en général à quoi? À satisfaire des besoins de confort. Très souvent. On change de téléphone tous les 18 mois. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que toutes les applications qu'il y a sur un smartphone sont vraiment nécessaires? Est-ce qu'on a besoin de casser des bonbons qui tombent de l'écran? Franchement, est-ce qu'on en a besoin? Moi, je pose la question parce que tous ces éléments qui sont gratuits, en apparence, évidemment, ça coûte. Hein? Il y a bien des gens qui travaillent derrière, il y a des serveurs qui tournent, de l'électricité qui est dépensée. Donc, il y a des impacts environnementaux, il y a des impacts sociaux. Il faut qu'on réfléchisse réellement aux besoins, qu'on a des vrais besoins. Point 6, il faut une économie locale forte et intégratrice. Chez Utopie, on a 2 apprentis, 3 et 4 stagiaires en ce moment. Des apprentis en informatique et des stagiaires en informatique qui voudraient faire de leur profession plus tard informaticien. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Est-ce que vous voulez faire un peu d'assistance dans une grande multinationale sur Windows et puis aller essayer de réinstaller un poste parce qu'il y a un petit donut qui tourne qui dit ne pas éteindre l'ordinateur sous peine de tout s'efface, je ne sais pas. C'est-à-dire on ne comprend rien dans l'informatique privative, dans l'informatique comme par exemple avec Windows. Et si la plupart des entreprises ou des communautés commencent à choisir des clouds comme par exemple Google, Dropbox, Apple, etc., eh bien ce n'est pas ces informaticiens qu'on forme en local qui vont travailler chez eux. Il y a de très faibles chances que les informaticiens qu'on forme en local iront travailler dans ces grandes multinationales. Donc il faut recréer une économie locale en informatique. Voilà pour les 6 points. En d'autres termes, ce que je fais là, c'est un appel pour une transition numérique heureuse. On a souvent entendu parler de l'appellation transition écologique heureuse. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation un peu morose, on est finalement stressé par des signaux qui nous font peur. Hein. Donc ça a quoi comme effet? Ça nous fige, ça nous empêche d'avancer. Donc l'idée c'est de tourner la question pour dire non, c'est une opportunité, c'est une chance finalement que nous avons. C'est inédit. Il n'y a jamais eu une telle oppression dans l'histoire au niveau de l'informatique en l'occurrence. Donc il faut saisir cette chance pour recréer une informatique de proximité, une informatique sociale, solidaire et éthique. Alors comment on fait? Quelle est la première étape? On commence par quoi? Alors, il y a plein de pistes potentielles. Encore une fois, il ne faut pas brûler les étapes, il faut y aller petit à petit. J'ai un bon point de départ qui s'appelle le guide à destination des aventuriers d'Internet, qui est édité par une petite association française qui s'appelle le Cécile, avec la Ligue des droits de l'homme, ça, qui explique en 13 points un certain nombre de sujets de transition numérique. C'est accessible, il y a des aspects qui sont plus compliqués que d'autres, c'est clair. On ne peut pas le faire forcément toujours tout seul, il y a certaines choses qu'on peut faire tout seul, mais tout ne peut pas être fait tout seul, il faut se faire aider. Mais c'est déjà un excellent point de départ. Donc là, j'ai quelques guides, si ça vous intéresse. On les vend 10 €, mais vous pouvez aller les acheter sur Internet, sur le Cécile, pour, je crois, 7 €. Ils sont vendus sur Internet. Donc ça, c'est un premier point. Le site Framasoft est une mine d'informations sur ce sujet. Et ils sont très, on va dire, acérés et très, on va dire, renseignés sur la question, avec toute une série de solutions qui marchent déjà maintenant. Framasoft avait commencé par une campagne qui s'appelait « Dégooglisons Internet », qui a eu beaucoup de succès. Ils ont créé
32 services en ligne pour remplacer les services proposés par les GAFAM. Ils ont eu tellement de succès qu'ils ont dû arrêter d'ouvrir des comptes sur leurs services. C'était victime vraiment de leur succès. Du coup, ils ont développé un autre projet qui s'appelle Chaton. Ça, je vais laisser mes collègues de ce soir en parler. Et en parallèle, ils ont développé un autre projet, c'est le plus récent, qui s'appelle Contributopia. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on a commencé par prendre conscience avec dégooglisant Internet, avec tous les aspects anxiogènes qu'il y a derrière. Ensuite, on a proposé des solutions. Et la troisième étape, on demande aux gens de contribuer à l'avenir, finalement, de l'informatique qu'on aura ces 20 prochaines années. Voilà pour la présentation. Alors, évidemment, la présentation a été réalisée qu'avec des logiciels libres. Pour cette présentation un peu spéciale avec des zooms, j'ai utilisé non pas Prezi, qui est une application privative assez connue, mais j'ai utilisé Sozi, qui est un sosie de Prezi, mais libre. J'ai un certain nombre de sources. Il y en a d'autres que je n'ai pas notées, je n'avais pas la place, mais la plupart, les plus importantes, sont là. Ce n'est pas parce qu'on utilise des logiciels libres qui sont le plus souvent gratuits qu'il ne faut pas citer ces sources. On reste dans une démarche où on respecte les sources, où les gens peuvent aller vérifier les sources, lire les articles, se faire leur propre opinion. On veut promouvoir le libre arbitre, la critique, et c'est la raison pour laquelle les logiciels libres sont aussi très importants dans ce domaine. Et au final, c'est une présentation qui est en Creative Commons. Creative Commons, c'est une licence libre pour les œuvres de l'esprit, comme ils disent, dessin, musique, présentation. C'est comme des logiciels libres, mais pour des créations artistiques ou de documents. Ça veut dire quoi, concrètement? Ce petit CC valait ça, ici. Ça veut dire que demain soir, normalement, la présentation sera sur le site du kiosque, dans un format que tout le monde pourra lire, avec des logiciels libres qui sont gratuits, donc accessibles sur Mac, Windows, Linux. Vous pourrez donc la lire, vous pourrez donc savoir comment elle fonctionne, vous pouvez la modifier, l'enrichir et la diffuser. C'est les valeurs du logiciel libre qui sont derrière. Je vous remercie. Merci beaucoup Samuel pour cette leçon virale. En fait, c'est ça, c'est qu'on est censé propager un virus, tous ensemble, là, pour à nouveau faire corps et faire société contre ces géants. Alors, voilà, vous avez ici en haut à droite un drôle de petit logo, non? C'est bizarre, non? Je suis à ton, Tout à fait. c'est 3 têtes, c'est vos 3 têtes à vous en fait. C'est pas ça? C'est pas vos 3 têtes? Ça tombe bien. Donc les chatons. Voilà, les voici les chatons. Donc parmi les solutions, il y a des solutions locales. Elles sont à Saint-Étienne. Ils sont avec Aloïse et les chatons. Et donc je laisse peut-être la parole à Claude. Merci Claude. Bonsoir à tous. Donc pour commencer, on va présenter un petit peu l'association Aloïse. Donc l'association Aloïse, c'est l'association pour la promotion des logiciels libres de la région stéphanoise. On a commencé l'association en 2005, enfin un peu avant, il y avait déjà un groupe de gens qui se réunissaient de temps en temps. Et c'est on est une association de ce qu'on appelle GUL, groupe d'utilisateurs de logiciels libres, où le but de l'association, c'était vraiment, dans un premier temps, réunir les utilisateurs de logiciels libres, de partager ses expériences, de partager ses connaissances, et de parler des logiciels libres autour de nous, parce que contrairement aux grosses multinationales, le logiciel libre, il n'y a pas de publicité à la télé, il n'y a pas d'encart publicitaire, il y a une philosophie qui est importante derrière. Alors,
Je vais simplement rappeler effectivement les 4 libertés rapides du logiciel libre. Qu'est-ce que le logiciel libre? Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Je ne vais pas parler de logiciel pour vous expliquer ça, je vais vous parler plat cuisiné. En gros, un logiciel, si on compare avec un plat cuisiné, un logiciel utilisateur ou propriétaire, hein, tout dépend le terme utilisé, ce que propose Apple, Google, enfin toutes ces entreprises. C'est comme si vous étiez dans un restaurant, vous achetez un plat, on vous amène le plat, vous n'avez qu'un seul usage, c'est de le manger. Un logiciel libre, on va vous apporter la recette de cuisine qui va avec. Donc ça en découle plusieurs libertés, le fait de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le plat, comment il a été fait, et les libertés de pouvoir modifier la recette de cuisine et de la refaire chez soi d'une manière différente. Le logiciel libre, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on vous fournit le code, le langage humain, ce qui permet de créer le logiciel. Et ça vous permet, alors pas à vous, vous allez me dire, moi je ne suis pas cuisinier, donc je ne vais pas savoir, je ne vais pas comprendre. C'est pas vous qui allez comprendre, c'est toute une communauté de gens. Quand Microsoft, Apple, Google vous fournit un logiciel, il n'y a que eux qui savent comment ça fonctionne, et vous ne savez pas concrètement ce que le logiciel fait. Il n'y a pas moyen, on sait très bien que le logiciel ne fait pas que ce qu'il affiche à l'écran. Il y a des applications sur smartphone qui permettent par exemple d'allumer une lampe torche, mais ils vous demandent l'autorisation d'avoir accès à votre position GPS, d'avoir accès à vos contacts, bon, voilà. Donc il ne fait pas que allumer la lampe torche. Le logiciel libre, c'est ça. Pour parler des chatons, je vais faire un petit peu d'historique. On a parlé de Framasoft, donc c'est une grosse association française nationale qui a commencé effectivement à faire beaucoup de promotions et au départ de faire un catalogue du logiciel libre. Donc on peut toujours aller sur le site. On dit tiens, je cherche un logiciel qui permet de faire de la bureautique, de la retouche vidéo, et vous pouvez retrouver une sélection de logiciels libres. Après, ils ont créé des outils, une clé USB qui permettait de tester Linux simplement. Et ils sont arrivés à un moment donné, en octobre 2016, où ils ont lancé la campagne Dégoogolisons Internet, où ils sont partis du constat que, avec Internet, on utilisait de moins en moins de logiciels sur son PC, mais de plus en plus de services sur le web. Donc c'était bien de proposer des logiciels libres sur son PC, mais si c'est pour aller sur les Dropbox, les Facebook, tous les services web, il y avait un problème finalement. Donc ils ont commencé à faire une campagne Dégoogolisons Internet qui permet. L'objectif c'était de proposer des services concurrents à tous ces services, notamment des GAFAM. C'est une campagne qui a plutôt bien fonctionné, puisqu'ils ont été entre guillemets victimes de leur succès. Ils ont eu énormément d'utilisateurs qui utilisaient les services Framasoft. Et concrètement, plus il y a d'utilisateurs, plus il y a besoin de serveurs, d'administration, de techniques. Et ils se sont posé la question en disant, nous on est une association, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on devient le nouveau, finalement, Google, mais du logiciel libre, en grossissant? Et ils se sont dit, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Donc ils ont initié, alors, Dégoogolisons Internet, c'était 2014, et c'est en 2016 qu'ils ont initié le collectif Chaton, donc le collectif d'hébergeurs. C'est marqué en petit là-bas, collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, dont le but c'était de dire on va initier d'autres associations, d'autres entreprises, d'autres structures à proposer aussi des services libres d'une manière locale, qu'on sache où les données sont. Et à l'Olise, quand le projet a été lancé, nous on avait déjà notre serveur chez nous hébergé dans notre local associatif où on proposait de la messagerie, où il y avait notre site internet, où on avait quelques services et on s'est dit nous aussi finalement on est quelque part un chaton, pourquoi pas intégrer le collectif et de proposer plus d'outils et d'augmenter le nombre de services proposés aux utilisateurs. Voilà, donc je vais montrer le site chaton.org. Donc vous pouvez aller sur le site chaton.org qui explique en détail le collectif.
Toc. Alors vous avez la charte et le manifeste qui vous explique concrètement la définition des mots justement de hébergeur alternatif. Je ne le connais pas par cœur de tête. Associatif, transparent, ouvert, neutre et solide. Voilà, bravo. Et il y a une petite présentation justement comme un peu la recette de cuisine pour le logiciel libre, où on compare finalement le chaton à une AMAP que tout le monde connaît. Toc. J'imagine. Ah tiens, oui, on le connaît. Voilà, en quelque sorte, un chaton, c'est un réseau d'AMAP du service en ligne. Voilà, donc sans OGM, entre guillemets, sans logiciel privateur. Alors, effectivement, vous allez entendre le terme, enfin, si vous regardez un peu sur Internet, on parle de logiciel propriétaire et de logiciel privateur. On a tendance à plus utiliser privateur, dans le sens où propriétaire, c'est une question d'appartenance, alors qu'un logiciel libre, ça appartient toujours à son créateur. Donc, c'est pas le vrai terme. Le terme privateur, dans le sens, c'est ça vous prive de certaines libertés. Un logiciel, voilà, faut pas confondre gratuit et libre. On fait souvent l'amalgame. Par exemple, si vous avez sous Windows l'antivirus Avast, qui est gratuit, vous avez le droit de l'utiliser gratuitement, mais il y a des limitations. Du moment où vous avez une utilisation commerciale, vous n'avez plus le droit d'utiliser. Si vous êtes dans un pays qui est boycotté par les Américains, vous n'avez pas le droit d'utiliser des produits américains. Donc c'est plein de limitations. Donc c'est pour ça qu'on parle de logiciel privateur. Sans pesticides, sans baser leurs revenus sur la vente de vos données personnelles. Donc ça c'est pour nous une évidence. Hein. Sans marketing agressif, sans régie publicitaire pistant vos comportements. C'est là où font le commerce des GAFAM, hein, c'est-à-dire qu'ils prennent vos données et ils les revendent. Ils font des analyses et ils vous affichent la pub qui correspond exactement à ce que vous cherchiez, ce que vous aimez. Et sans une course au pouvoir d'achat. Voilà, prix équitable entre les chatons et leurs bénéficiaires. Sur le site, vous avez la carte des chatons. Donc l'idée vraiment des chatons, c'est la possibilité d'utiliser des services web. Vous savez où sont hébergées les données, qui héberge les données, comment elles sont hébergées. Nous concrètement à l'Olise, vous pouvez venir à nos permanences, vous allez rencontrer les administrateurs, vous allez voir nos serveurs. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, vous êtes intéressé par la technique, on est au contraire très content de vous montrer et de monter les gens, enfin le partage de connaissances, toujours pareil. Donc dans la région, donc effectivement il y a l'Olise. Il y a 3 chatons à Lyon. Alors il y a différents types de chatons. Il y a des chatons effectivement associatifs comme nous, des associations, des structures qui font payer leurs services. Du moment où ils respectent la charte, qu'ils ne revendent pas vos données, que vous savez où sont les données et gérées par qui, ils peuvent devenir chatons. Quand vous allez sur un chaton, vous avez l'adresse mail, le site internet. Donc là, nous, c'est alolis.org. Et sur notre site, on a un service en ligne où on propose différents types de services. Donc, on a mis quelques services. Alors, nous, pour profiter de l'ensemble des services, il faut être adhérent à notre association, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les chatons. Il y a des chatons où vous allez payer une adhésion tous les mois et vous allez profiter de tous les services. Nous, vous adhérez à l'association et vous profitez de l'ensemble des services. Nous avons quand même des services qui sont accessibles à tous. Notamment, c'est essentiellement ce que Framasoft propose. On propose je ne sais pas si vous utilisez déjà un peu les outils Framasoft, mais par exemple Framadesk qui permet de faire créer des sondages, qui est essentiellement utilisé pour créer des réunions, pour voir la disponibilité des gens. Tu peux donner l'équivalent. Je pense que si on dit Doodle... Voilà, c'est l'équivalent de Doodle, ouais. Tout à fait. Ouais.
l'Etherpad. Ils ont des équivalents chez Google? L'Etherpad, c'est un outil qui est, donc c'est le Framapad chez Framasoft. Google Doc. Alors, c'est un traitement de texte, mais qui est, on va dire, plusieurs personnes peuvent se connecter en même temps, et on peut rédiger un document à plusieurs. Donc, dans les associations ou même en entreprise, c'est super intéressant, notamment pour les prises de notes de réunion, où habituellement c'est toujours une personne qui fait le compte rendu. Et bien, il suffit qu'il y ait plusieurs personnes qui aient un PC connecté sur la même page. Chacun a une couleur pour... voilà, bon, alors là, je suis en rose, mais je peux choisir ma couleur. Et donc chacun peut ajouter ses modifications au document. Et après, il y a possibilité d'exporter pour l'ajouter dans un traitement de texte classique et l'archiver. Et après, on a deux services qui permettent d'échanger en fait soit du texte, soit des fichiers de manière sécurisée. Donc, de manière chiffrée, vous êtes sûr que le texte que vous allez envoyer à la personne, il n'y aura que la personne qui va pouvoir le consulter. Dans les services qui sont propres, quand on est adhérent à l'OLIS, on a toute une suite de messageries donc, qui permet d'avoir son adresse mail en tant qu'alolis.org. Alors on va proposer d'autres noms de domaine plus tard, très local, puis ça sera sans doute synthé.net et peut-être bada.be pour faire badabeu. Enfin, on reste dans l'esprit local. C'est une messagerie qui contient un agenda, une gestion des contacts, qui est synchronisable avec le téléphone portable. Le smartphone, ce qui est intéressant, ça permet de ne pas dépendre justement, pour ceux qui sont sur Android, de donner tous ses contacts, tout son agenda à Alphabet, à Google. Après, on a des outils, on a un espace de stockage équivalent de Dropbox. Donc les gens peuvent stocker leurs documents et partager des documents, créer des groupes entre adhérents, entre utilisateurs. Donc pareil comme Dropbox, on peut déposer des fichiers, les sauvegarder, les synchroniser. Il y a une application pour smartphone aussi, pour PC. On peut sauvegarder dans le cloud. Alors on parle beaucoup de cloud, mais nous on dit surtout que le cloud c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Les données elles ne sont pas nulle part, elles sont sur un ordinateur quelque part. Et c'est souvent pas en France quand c'est pour les GAFAM. Après, on a des outils de communication. On utilise beaucoup un outil qui est très adapté pour les communautés, qui s'appelle Mattermost. Alors, je ne sais pas si je vais vous montrer. C'est un mix finalement entre le forum. C'est pas le bon clavier. Ah. On va aller faire un tour chez l'OLIS là, je crois. Ah oui, il va falloir l'authentifier. Concrètement, c'est comme un forum, on peut créer des projets. Et à l'intérieur, ça va fonctionner comme une messagerie instantanée. Où à l'intérieur, vous allez pouvoir mettre des photos, des vidéos, du son, du texte. Et vous allez pouvoir envoyer un message à l'ensemble des gens qui sont inscrits au projet. Donc en termes de communication, c'est assez intéressant. Il y a 2 ans, on a organisé les rencontres mondiales de logiciels libres à Saint-Étienne et on a pratiquement tout organisé avec cet outil, ce qui nous avait permis de créer la gestion des thèmes, un groupe pour chaque thème, un groupe pour la communication, un groupe pour la technique, enfin voilà. Donc les gens s'inscrivaient sur le groupe qui était intéressé et avaient toutes les informations et communication. Voilà, alors dans les nouveautés, je ne sais pas si on va parler des alternatives aux réseaux sociaux, Twitter, Facebook. On est en train de monter l'alternative qui s'appelle Mastodon,
Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça fonctionne concrètement comme Twitter, mais de façon décentralisée. C'est le principe je ne sais pas si vous avez entendu le terme peer-to-peer, qui est quand on entend les informations, c'est le mal, qui permet d'échanger des films, de ne pas respecter le droit d'auteur. Le peer-to-peer, c'est la meilleure technologie d'Internet qui existe, dans le sens où, quand vous allez sur YouTube, par exemple, pour Dailymotion ou n'importe qui, vous allez sur un serveur et tout le monde va aller sur le même serveur. Donc ça nécessite des gros serveurs d'un côté, des gros tuyaux pour arriver jusqu'à chez vous. C'est une infrastructure qui coûte cher. Le peer-to-peer, c'est le principe de dire il y a plein d'ordinateurs dans le monde entier, on va mettre un bout partout. Et du coup, au lieu d'aller sur un seul ordinateur avec ultra puissant et avec des gros tuyaux, on va chercher l'information un peu de partout et elle arrive sur votre ordinateur. C'est une technologie qui est utilisée dans les jeux vidéo pour télécharger les mises à jour. Et c'est utilisé aussi du coup pour Mastodon. Et le nouveau projet de Framasoft qui a été lancé il y a quelques temps, qui est PeerTube, qui est donc l'alternative à YouTube et Dailymotion, qu'on a mis en place à l'Élysée. Voilà. Alors ça, c'est notre serveur, donc c'est video.lelis.org, mais il y en a plein d'autres. Vous allez pouvoir, si vous cherchez sur Internet, vous allez tomber sur notamment Framasoft, qui ont aussi forcément leur peer-tube. Ça, c'est des vidéos qui n'ont pas été importées sur notre serveur à nous, mais elles sont quand même disponibles sur le principe du peer-to-peer. Après, si je vais sur local, c'est là où je vais voir les vidéos qui sont hébergées. Alors, chez nous, Dans le data center. dans le data center. Alors, en fait, au niveau de notre infrastructure, on a fait un choix un petit peu compliqué. Alors chacun, justement, vous allez trouver ces informations sur les différents sites des gens du collectif Chaton. Vous allez avoir les informations techniques, alors ça va peut-être pas forcément vous parler, mais certains font le choix d'aller dans des data centers à Lyon, à Paris, mais c'est indiqué. Nous, on a fait le choix d'héberger nos serveurs dans nos 2 locaux associatifs, d'avoir nos propres serveurs, donc on récupère des vieux serveurs d'entreprises qui considèrent que leurs serveurs sont obsolètes. Nous on ne trouve pas, donc on les récupère et on réinstalle des logiciels libres et tous ces logiciels. Et après, un choix difficile parce qu'on est limité, contrairement à un data center qui ont des grosses climatisations, des gros onduleurs. Nous on fait avec les moyens qu'on a, donc on a un petit onduleur, on a une petite clim qu'on allume l'été, on essaye justement avec nos 2 sites de faire de la redondance de données, on essaye de progresser aussi dans notre qualité de service avec nos moyens. Après ça, voilà, c'est... Voilà. Et pour PeerTube, on a été confronté, comme on disait, au tuyau d'accès Internet. Donc notre PeerTube est hébergé dans un data center à Lyon. À Limonest, dans un data center. Mais c'est notre propre serveur et c'est nous qui avons accès à la machine et on garantit effectivement tout ce que la charte Chaton garantit, la neutralité, la transparence, garantie de la vie privée. Voilà. C'est bon? Je ne sais pas si Merci beaucoup pour ces solutions, ces opportunités. Peut-être, avant de donner la parole à ceux d'entre vous qui voudraient questionner ou les chatons ou les Alain ou Simon, si vous voulez ajouter quelque chose, vous précisez, pas. Hein?
Disons que, alors, deux choses à vous conseiller en fait. Un film, parce que ce qu'a montré Samuel, la pub Apple, ça s'appelle Les Pirates de la Silicon Valley. Je trouve qu'il est très bien, il y a eu bouquin là-dessus, c'est le même titre en français et en anglais. Ça commence par ça, en fait, et ça vous raconte en fait toute l'histoire de ce qu'a été Apple, Microsoft, etc. Bizarrement, ils n'ont jamais rien inventé ces trucs-là, contrairement à ce qu'on croit et à ce qu'ils disent. Ils ont pris ailleurs. Alors il y a eu des idées de génie en fait, d'avoir vu les choses. Quand Bill Gates a dit qu'il faut mettre un ordinateur sur chaque table, devant chaque personne, c'était complètement irréaliste. Ça s'est fait. Donc ça commence sur cette pub, et en fait, vous pouvez le trouver sur Internet. Faut pas le copier comme ça, mais bon. Et en fait, il y a un documentaire aussi par rapport à la thématique de ce soir, alors qui est sous licence libre, qui s'appelle Nothing to Hide. Rien à cacher. Alors, on fait une soirée, s'il y en a qui veulent venir, le 5 mars. 5 mars, avec un grand débat, on a déjà fait une première projection chez nous. Et ça vous explique un peu plus en détail, en fait, tout ce qu'a évoqué Samuel et la manière dont on vous trace, on vous le montre, en fait. D'une manière toute simple et tout ce qui se fait. Et pour rebondir aussi sur ce que disait Samuel, je vous conseille de lire les CUF. C'est le contrat de licence de l'utilisateur final. Faites-le au moins une fois dans votre vie, parce que c'est très rébarbatif, ça peut être très long. Vous savez, c'est chaque fois que vous lancez un logiciel, il y a un truc, j'accepte. Ah ouais, vous avez cliqué, vous avez accepté quoi? Personne ne sait. Lisez-le, vous allez voir, c'est très intéressant. Vous avez droit à rien. Mais rien. Tout leur appartient. Et par rapport à la protection des données, on appelle aujourd'hui le cloud. Quand Microsoft a lancé ça, ils appelaient ça SkyDrive. Un jour, je l'ai lu parce que je le fais, et il était dit que vous n'avez pas le droit d'héberger sur leur système, donc leur cloud, avec le terme d'aujourd'hui, des logiciels des fichiers illégaux. Alors, fichier illégal, c'est pas forcément des fichiers pédopornographiques, hein. C'est simplement un MP3 que vous avez téléchargé en peer-to-peer éventuellement, et qui est une copie dont vous n'avez rien payé. La question à se poser, c'est comment il s'appelle le fichier illégal. Posez la question, vous avez la réponse. Voilà. Donc, oui, c'est ce que j'avais noté en fait. Et une dernière chose aussi par rapport au code, pour comprendre ce qu'est le code ouvert, ça veut dire que vous en avez la capacité de l'analyser si vous avez des connaissances techniques ou un copain qui peut le faire pour vous. C'est la différence avec le logiciel propriétaire qui est complètement fermé. Et quand bien même vous auriez la capacité, vous décortiquez le code propriétaire, vous avez les capacités de l'améliorer. To hack en anglais, c'est ça, c'est adapter quelque chose, être capable d'analyser le truc et de l'adapter à vos besoins, voire de le corriger si vous y remarquez ce qu'on appelle un bug. Vous n'avez pas le droit de le faire, c'est légal. Alors vous le faites pour vous, c'est un peu plus loin. Après, on peut vous poursuivre. Le libre, justement, c'est l'inverse de tout ça. Et une précision aussi par rapport à ça, le problème, actuellement, ce qui se passe, la chasse aux terroristes, c'est de dire, ouais, mais si le code est connu, il peut faire ce qu'il veut avec. Oui, sauf que l'inverse, justement, dans la mesure où il y a une communauté, c'est le d'Internet de rien tout le monde, on est capable, nous, d'analyser le code et de voir s'il y a des saloperies ou des espions qui ont été mis dedans. Ça, évidemment, ça ne peut pas tout le monde. Et si quelque chose est modifié, on peut le remarquer tout de suite. Voilà. Et une anecdote, on a un gars chez nous qui fait de la 3D. Vous chercherez 3D Damien Monteillard. Il est chez vous, je fais sa pub. C'est Hollywood, très franchement. Il utilise un logiciel pour ça qui s'appelle Blender. Il m'a expliqué l'autre fois, il récupère la dernière version, il travaille, et le samedi soir, il voit un bug. Il écrit, le lundi matin, c'était corrigé. Moi, je me mets au défi de faire ça avec Apple, Microsoft, ou Adobe, qui nous... Voilà. Sinon, quelque chose à dire? Non, on peut toujours trouver. Non, parce que moi je repensais à ce dont on discutait avec Samuel en fait avant de faire la présentation. On parlait du fait de ce qui est intéressant avec les chatons, c'est que comme on l'avait marqué sur le site, on est une AMAP du web, on est une AMAP des services numériques, on fournit des adresses email, de l'espace de stockage, de la transmission les comptes rendus de réunion, tout ça. Et ça, nous, c'est localisé sur Saint-Étienne. Et c'est vrai qu'un des gros intérêts, c'est que y en a à Lyon, il y en a à Marseille, à Bordeaux, à Paris. Et plus il y en a, plus ça fait des nœuds qui s'interconnectent, ce dont parlait Claude. C'est-à-dire plus le maillage devient sûr et devient dense. Et donc, les gens sont beaucoup plus facilement en contact les uns avec les autres. Et surtout, d'un point de vue écologique,
Et économie, on y gagne à tous les points de vue, parce que, comme on disait, l'énergie qu'il faut pour envoyer un mail, elle n'est pas... aujourd'hui, c'est une toute petite, c'est un tout petit, enfin, c'est quasiment rien en termes d'énergie, ça coûte vraiment, vraiment pas cher. Mais étant donné qu'il y en a beaucoup qui s'envoient, en fait, ça fait une vraie différence quand votre mail ne passe pas par Los Angeles avant de revenir de fois en France, de faire 2 fois le tour du monde avant d'arriver chez la personne qui vous envoie. Donc, c'est intéressant d'avoir ce maillage sur le territoire pour avoir des connexions qui soient plus rapides entre les gens et qui soient plus économes et qui s'appuient aussi sur une infrastructure qui, si elle saute du jour au lendemain, ne disparaît pas non plus. Parce que par exemple, un des sujets dont on n'a pas parlé encore, c'est que les données qui sont chez les géants du web, si les géants du web disparaissent, tout disparaît. Il n'y a pas de recours, quoi. Tout part. Tout part. Et ils peuvent se permettre de faire ça tout simplement parce que les États n'ont pas de pression sur eux. Donc il y a aussi un vrai problème de rémanence des données, et je ne parle pas des données personnelles qui récoltent sur nous notre insu, je parle des vraies données importantes, au fait des vacances, les photos que je prends, la musique que je fais, voilà, peut-être les choses que vous produisez vous, les textes que vous écrivez, si c'est ce que vous faites, que vous avez sur des serveurs distants, tout ça peut disparaître du jour au lendemain. Et qu'en mettant comme ça des points locaux et une gérance des données à échelle locale et à échelle humaine, qu'avec tous les avantages déjà cités, et on fait aussi de on pérennise aussi nos propres affaires en fait, tout simplement. Voilà. Pardon. Oui, là. Excusez-moi. Oui, juste une chose pour rebondir sur ce qu'a dit Simon. Il y a un cas qui existe là, qui rejoint ça. Vous achetez un livre, ce livre vous l'avez. Tout d'un coup, pour une raison ou une autre, qui a une censure, on appelle ça comme on veut, le livre est retiré du commerce. Vous avez toujours le livre. Vous pouvez en parler, vous pouvez le diffuser. Quand vous achetez c'est Amazon, je crois, qui a fait le coup, le livre a été acheté par des gens avec les tablettes et Kindle. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais plus quel a été le problème. Le livre a été retiré de la vente, mais ils l'ont effacé dans les tablettes, parce qu'ils peuvent le faire. Ça pose un putain de problème, c'est de dire comme ça. Là, c'est gravissime, parce que là, on parle de censure, et ça va au-delà de tout. Si demain on décide que le misérable de Victor Hugo, c'est plus bon, c'est terminé, il n'y en a plus. Pensez bien à ça, et vous allez vous trouver, là, il y a eu un énorme débat sur le scandale aux États-Unis. Ça s'est passé il n'y a pas tellement longtemps, et c'est un sacré problème. D'autre part, une chose aussi, pour rebondir sur ce qu'a dit Samuel, sur la démocratie, parce que ça ne parle pas toujours aux gens, je vais vous citer YouTube, le titre de la vidéo s'appelle « Comment Facebook peut influencer les élections ». Et en fait, contrairement à ce qu'on croit, les élections, et ça a été démontré par un chercheur américain, c'est très bien expliqué, c'est une vidéo qui était sur Monde à la base, qui tombe là-dessus, en 1956, je crois. Une élection, vous n'allez pas faire basculer les gens d'un côté ou de l'autre. Ça joue sur une petite frange de 5-6% qui vont basculer d'un côté ou de l'autre. Donc il faut aller chercher les gens qu'on va pouvoir faire basculer. Ça a été le scandale Cambridge Analytica. Ça a été ça. Donc voilà. Et dernière chose, comme je dis toujours, ça peut faire peur aux gens. L'informatique n'est qu'un outil. Et un outil, c'est ce qu'on en fait. Avec un marteau, je peux vous construire un abri qui va vous sauver la vie. Si je vous tape sur la tête, ça ne sera pas le même résultat. Voilà. Merci Alain pour cette intervention percutante. Merci bien sûr au chaton et à Samuel, merci pour cette leçon de localisme, mais de localisme qui nous relie les uns aux autres. Je voudrais également juste signaler que nos amis chatons ont mis sur le devant de la table là, le petit dépliant qui vous permet d'avoir aussi quelques informations. Donc chaton, votre adresse du web. Je voudrais maintenant vous laisser la parole. Si vous avez des questions à poser ou à Samuel ou au chaton, donc Octavie était le premier là. J'ai une toute petite question. De temps en temps, j'envoie des photos avec des transferts. Je me demande bien quel genre d'informations ils peuvent me piquer sur ces photos. On prend plusieurs questions. Plusieurs questions ou... Oui, on peut
Ouais, peut-être un Claude Dupont. Oui, alors sur les photos, les informations, c'est qu'aujourd'hui les IA, comme on les appelle, sont capables d'analyser la photo. Sur Facebook, par exemple, les photos fait la reconnaissance des visages. Donc du moment où vous avez votre photo sur Facebook et que quelqu'un dit bah tiens c'est Simon Chanson, et ben la reconnaissance faciale va faire que toutes les photos reconnues de Simon Chanson va être marquées bah c'est Simon Chanson. Donc vous avez voilà, et après ces données sont utilisées typiquement avec Facebook. Il y a eu des expérimentations je crois en Angleterre où certains bars utilisaient cette reconnaissance faciale pour quand les gens rentraient dans le bar, il y avait une caméra qui faisait la reconnaissance faciale et derrière ils avaient le profil Facebook et ils pouvaient proposer des réductions pratiquement immédiatement aux clients qui venaient de rentrer dans le bar. Il y a eu aussi un hacker, je crois suédois, qui a fait une expérimentation dans le métro où il a pris la photo de je ne sais plus combien de personnes. Et derrière, il en a sorti que 80% des personnes, il les a retrouvées sur Internet. Il a retrouvé leur profil Facebook, voilà, il a récupéré toutes les données que les gens mettaient sur Internet. Donc la photo, c'est pas anodin, quoi. Et le truc, c'est que sans même aller au stade de l'image, c'est-à-dire qu'en fait, dans une photo numérique, vous avez toutes les informations de profil colorimétrique, vous avez toutes les informations, on sait avec quel appareil photo vous avez pris votre photo, on sait quel type d'exposition vous avez choisi, l'ouverture de votre diaphragme, on sait tout ça. On connaît aussi la position GPS, effectivement. Et, donc on connaît tout un tas de petites infos de rien du tout, mais par exemple, si vous aviez éteint votre téléphone et puis que vous aviez enlevé la batterie, et puis parce que vous vouliez vraiment être tranquille, et puis que vous prenez une photo avec votre appareil numérique, et puis qu'ensuite vous mettez votre photo sur votre ordinateur, vous l'envoyez par WeTransfer, et ben on sait qu'à terme, Google recoupe cette information du GPS de votre appareil photo avec les dernières positions communes de votre téléphone, et puis peut retracer la timeline de vos déplacements. Donc après, peut-être que vous vous en foutez, que Google sache que vous avez ce que vous faites, mais voilà, en tout cas, c'est possible, c'est faisable, et c'est de ce genre de manière que c'est fait. Merci. Monsieur? Moi, ça serait plutôt une question sur est-ce que vous avez réfléchi au déploiement le plus extensif possible des logiciels libres. Parce que votre image de la map, oui, elle est intéressante, mais la map, moi j'achète un panier vide et j'ai le choix avec mon panier d'aller chez Carrefour, chez Leclerc, ou d'aller à la map ou au magasin Auchan de tiers. Sauf que quand on achète un ordinateur, c'est pas un panier vide. Qu'on l'achète chez Darty à la FNAC ou même chez le petit assembleur local, il est japouré de tous les produits des GAFA. Donc comment... donc là, le parallèle, il est plus... On n'a plus le parallèle avec la map. Comment on pourrait... c'est une question qui me vient à l'esprit par rapport à cette image. Merci pour la question, vous savez, elle est très désireuse de Bon, la première réponse qu'on peut faire, c'est qu'avec l'informatique, on n'est pas aussi avancé que dans les AMAP, déjà. C'est clair, parce que les ordinateurs sont fabriqués en Chine, dans des conditions des fois atroces, même des ordinateurs de gamme professionnelle. Donc, ça demande un certain effort. Moi, ce que je dirais, c'est qu'on cible, c'est-à-dire l'objectif qu'on devrait avoir, c'est effectivement, on achète un ordinateur qu'on vide de ces programmes privateurs et qu'on installe des programmes propres, libres, comme Linux, par exemple, comme j'affiche ici, qui n'ont pas d'espions, qui sont participatifs et sur lesquels on peut comprendre, voir leurs intentions. Donc, moi j'ai un autre exemple avec un téléphone portable, parce qu'avec le téléphone c'est encore pire. J'ai un Fairphone qui est en fait une très belle initiative d'une entreprise hollandaise de faire un téléphone Fairtrade, si on veut. Autant que faire se peut, c'est pas parfait non plus, mais c'est la seule expérience dans le monde numérique qui est aussi aboutie. Dans les ordinateurs, on en est encore loin. Non, mais ça veut dire qu'il faut
effectivement acheter un ordinateur, le vider, et puis s'adresser à des gens comme vous. Mais est-ce que vous avez réfléchi à par exemple des réseaux de petits assembleurs indépendants qui feraient ça, notamment pour les gens qui n'y connaissent rien en informatique et qui ne vont pas engager cette démarche de vider leur ordinateur. Mais C'est ce qu'on fait chez Utopie. Chez Utopie. En fait, ce qui se passe, c'est ce qui a été dit dès le départ, il y a un minimum d'efforts à faire. Alors, très léger, et c'est aussi, il faut que vous soyez informés. En fait, la réponse, c'est l'éducation, comme toujours. L'éducation à ça. Parce qu'en fait, lorsque vous achetez un ordinateur, on va dire, à part un Apple qui a son système, vous avez du Windows. Sauf que ça, c'est théoriquement interdit. C'est pas théoriquement, c'est interdit, c'est d'avant qu'il y ait. C'est le cas. Voilà, oui, mais vous avez la possibilité de désinstaller. Parce qu'en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, le CUF, c'est le contrat de licence de l'utilisateur final. Vous n'êtes jamais propriétaire de rien. Vous allongez 2000 € pour un logiciel très cher, ou bon, Windows 10 professionnel pour prendre celui-ci, il coûte 270 € actuellement. Bon, vous n'êtes propriétaire de rien. La licence vous concède le droit de l'utiliser. Point final. Donc lisez ces CUF, vous verrez. Donc en fait, on vous oblige à acheter ça. Et la licence, elle a été payée. Alors pas 270 €, c'est évident, ils ont des contrats de masse. Mais en fait, vous avez le droit de le désinstaller, d'en demander le remboursement de la licence. Alors c'est 30-40 € sur un truc qu'on paierait théoriquement 100 €. Mais vous avez le droit de le faire. Alors vous le balancez, vous voyez des gens comme nous, ou un copain qui connaît, et vous installez un Linux, et tout le reste derrière. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Simplement, la facilité, il y a Windows, par définition, c'est Windows 20. Alors, une chose aussi, il faut savoir que Windows 10, le merveilleux, enregistre absolument toutes vos requêtes. Vous entendez bien ce que je vous dis. Et si vous activez Cortana, l'assistant vocal, alors là, c'est génial. Et ça, c'est dans le but de vous faciliter la vie. C'était une blague que j'avais lue, la NSA, c'est un truc américain. Donnez-nous vos mots de passe, on vous les gère, comme ça, il y en aura un général, vous n'aurez pas, si vous le perdez, on l'aura pour vous. C'est ça en fait, il faut bien le savoir. Windows 10 enregistre toutes vos requêtes, pas seulement le navigateur. Tout ce que vous tapez au clavier en fait. C'était déjà avant Windows. Ouais, mais là, le 10, là, c'est le top du top, tout y passe. Non, mais les dangers que vous exposez des GAFA, ça. Au niveau de de plus développer justement les logiciels. La transmission. J'ai 50 ans d'informatique, ok, je vais faire la démarche. Mais mon voisin qui ne connaît rien en informatique, oh là là, les logiciels. C'est à vous de l'éduquer. Aidez-le. C'est ce que, en fait, par rapport à votre question, moi, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est que, en fait, le réseau globalisé des défenseurs du logiciel libre, prêts à aider tous les gens qui ne connaissent rien pour changer petit bout par petit bout leurs habitudes et passer vers une informatique plus libre, mais il y en a partout. Il y en a partout, mais je pense qu'il doit y en avoir ici à Terre. C'est obligé, il doit y avoir des utilisateurs de logiciels libres ici à Terre. Et en tout cas, il y en a à Saint-Étienne, il y en a à Rouen, il y en a. Oui, non, mais. Donc, il doit y en avoir dans les villages afférents, et c'est des gens que si vous allez les voir en leur disant j'y connais rien, mais je voudrais en savoir un peu plus, je voudrais, voilà, ils trouveront toujours le temps pour vous aider, pour vous dépanner, pour vous accompagner dans la transition. C'est quelque chose sur lequel, c'est pas parce qu'on ne connaît rien que les gens ne voudront pas vous parler, ne voudront pas vous aider. C'est là-dessus. Les gens sont sensibilisés au fait Mais ça, c'est le rôle du public, de vous, parce que c'est notre rôle à nous tous, parce que c'est évidemment pas les GAFA qui vont vous donner, vous expliquer, attention, on vous trace par tous les moyens possibles, et même imaginables, vous imaginerez jamais. Donc c'est à nous de le faire. On se marie, mes potes, parce que c'est ce que au bout d'un moment, il faut arrêter de pleurer, je sais que c'est l'air du temps, et on se prend en main. On peut pleurer, on peut parler, il y a un moment, il faut y aller. Chacun à son petit niveau, mais comme je le dis, un fût de 200 litres, goutte à goutte, il finira par déborder. Donc c'est à nous de se prendre en main, et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Et si on ne veut pas se laisser bouffer par le système, voilà, il faut le faire. Et il y a des gens qui sont prêts à vous expliquer, surtout qu'Internet, effectivement, c'est le pire et le meilleur. Comme je dis, au bout de la souris, vous avez le monde entier, donc le pire et le meilleur. Et là, par contre, vous aurez des explications, ce que vous dites, monsieur, sans aucune connaissance. Hein, vous téléchargez une image, ce qu'on appelle une image, vous l'avez au bout de tout, vous le foutez sur une clé USB, ça va se faire tout seul, vous démarrez dessus, vous verrez ce que ça sans rien toucher à votre bécane. Alors,
s'il y a des gens qui se posent la question, comme je dis souvent, c'est quoi la différence entre tous ces trucs? On va dire pour lancer un logiciel comme Firefox ou VLC. VLC, c'est ce qui lisait les vidéos tout à l'heure. Alors dans Windows, vous cliquez sur l'icône VLC. Dans le Mac, vous cliquez sur l'icône VLC. Et dans Linux, vous cliquez sur l'icône VLC. Et c'est vrai. C'est des interfaces graphiques, ni plus ni moins. Regardez ce qu'était Windows XP, ce qu'a été Windows Vista, un truc qui n'aurait jamais dû exister, Windows 7, Windows 8 qui n'aurait jamais dû exister non plus, et Windows 10. Ça a changé d'interface graphique. C'est des interfaces graphiques, tout simplement. Une dernière chose, Linux, c'est pas un truc pour geek. J'ai un pote, écoutez, c'est vrai, c'est une quiche, Bernard, mais une quiche totale. Le type, il a un disque de son frère, a fini par lui acheter un ordinateur. Alors il était, je sais très longtemps que je suis dans la sauce, donc un jour il vient me voir, il me dit, bon, qu'est-ce que tu peux me faire? On vient Windows évidemment, on met un Linux. Il y a un disque de 500 gigas, pour vous donner le niveau du mec, il a un film d'1 giga dessus que je lui ai mis, il l'efface parce qu'il a peur de ne plus avoir de place. Il dit à une copine, j'ai Linux, mais le mec, je lui dis, c'est la truffe complète, il clique, c'est tout ce qu'il sait faire. Il envoie ses mails, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu dois être technicien pour avoir Linux? C'est comme si vous faites cuire un œuf au plat, et encore, non, même pas cuire, vous avez fait chauffer l'eau, vous êtes un super piston, vous êtes marre, je sais pas qui. Pas du tout. Là, il faut démystifier aussi. Merci Alain. Ce qu'on vous propose peut-être maintenant, c'est compte tenu que alors l'heure avance, mais la soirée n'est pas terminée. Peut-être qu'on va arrêter le micro, c'est ça, et que alors les échanges peuvent continuer de façon informelle, c'est-à-dire que vous pouvez venir, vous pouvez venir interroger Simon, Claude, Alain, Samuel, vous pouvez venir interroger votre situation, poser des questions. Vous pouvez, bien sûr, la soirée continue avec les bornes DataGueule, j'espère que vous avez essayé de voir un petit peu les bornes DataGueule, les vidéos informatives. La séance de court-métrage également, on a 3 courts-métrages sur la l'immigration, ne les manquez pas. Et puis, évidemment, Chantal, Christophe sont encore là, vous pouvez aussi voir leur travail, et vous pouvez aller, bien sûr, boire des bières et manger des quiches. Voilà, la soirée continue. Belle nuit, merci.